Prendre deux exemples pour cette semaine, d'exemples historiques de mauvaises interprétations scientifiques basées sur l'observation. Il y en a plein, il y en a plein, mais ceux-là ils sont assez exemplaires. Et le deuxième encore plus intéressant que le premier. Le premier, ça concerne la hyène africaine, la hyène tachetée, une énorme hyène dont au début du XXe siècle, les observateurs voyaient que les mâles comme les femelles, ils n'avaient pas à distinguer mâles et femelles, parce que les femelles ont un énorme clitoris. Et donc ils avaient pensé que la hyène tachetée était le seul mammifère hermaphrodite, pouvant être des deux sexes. Ils pensaient peut-être que la hyène changeait de sexe, comme certains poissons, au cours de sa vie. Ils ne savaient pas trop ce qui se passait. Et pendant pratiquement un demi-siècle, voire plus, on a enseigné que la hyène était le seul mammifère hermaphrodite, avec les deux sexes, une sorte d'hermaphrodisme, ou pouvant changer de sexe, donc avec une sexualité qui change, un sexe déterminé par ils ne savaient pas trop quel élément qui pouvait le faire changer. Et en fait, c'était même pas un vétérinaire, a examiné la hyène, une hyène femelle. Il s'est rendu compte que la hyène avait simplement un énorme clitoris, très grand, aussi gros qu'un mâle. Elle est même plus grosse que le mâle, en général de taille en moyenne. Mais elle est tout à fait normale. C'était une femelle avec une détermination sexuelle chromosomique, XY, comme tous les mammifères, et un énorme clitoris, et puis quelques petites modifications. Vu son énorme clitoris, elle accouche par une fente qui est située, une fente périnéale ou vaginale, peu importe, qui est située dans le scrotum, à un autre endroit que la plupart des mammifères. Voilà. Des mammifères qui ont deux orifices, l'anus et la fente vaginale. Parce que certains mammifères ont un cloaque. Tous les trois orifices débouchent sur le même orifice. Donc, parmi les mammifères normaux, entre guillemets, la hyène est une exception, mais pas du tout hermaphrodite. Ça, c'est la première mauvaise interprétation qui a duré très longtemps jusqu'à ce qu'on examine finement l'anatomie d'un spécimen. Et un autre exemple, alors c'est plus intéressant parce qu'il perdure encore aujourd'hui, c'est quand on lit partout que les chats, les félins, ont des griffes rétractiles. Donc on met une patte je dessine une patte de félin, voilà, les quatre doigts, ils ont en général un doigt ici, avec des griffes rétractiles qui sortent, qu'ils peuvent rentrer et sortir. Voilà, ils peuvent rentrer et sortir. Et dans tous les livres de vulgarisation et même de scientifiques, de zoologie, les chats, les félins, ont des griffes rétractiles, qu'ils rentrent et qu'ils sortent. Alors que les chiens n'ont pas de griffes rétractiles, elles sont tout le temps à moitié sorties. Voilà. Ça permet aux félins, quand ils courent, de rentrer leurs griffes, de ne pas les user, et quand ils en ont besoin, sur demande, ils les sortent, clac, et ils attrapent leurs victimes. Les chats, les félins, les chats, les lions, les tigres sont de redoutables chasseurs. Vraiment, ils font ça très très bien, ils ont tout l'équipement, dont les griffes rétractiles. Et en fait, non, c'est faux. Les griffes des chats ne sont pas rétractiles, les griffes des chats sont protractiles. Dans les pays anglo-saxons, ils ont fait la correction. Protractile, ça veut dire qu'ils sortent les griffes sur commande, par contraction d'un muscle. La griffe qui sort, elle est en fait liée à un ligament. Quand il contracte ce ligament, il est là, la griffe sort ou rentre. C'est le mouvement de contraction de tel muscle attaché à ce ligament qui tire et qui fait sortir la griffe. Le mouvement de contraction musculaire est la extension de la griffe. Le mouvement de repos est
quand la griffe rentre dedans. Là, c'est la zone de repos musculaire. Donc, ce n'est pas une rétractile, c'est protractile. Pourquoi? C'est la même chose pour la langue. Notre langue, elle est protractile. C'est-à-dire que pour la sortir, il faut contracter des muscles qui vont la faire sortir. La double bouche des poissons, elle est dite protractile. C'est-à-dire que pour faire sortir cette bouche qui va avaler la proie, ils contractent leurs muscles. Le mouvement de contraction musculaire fait sortir la bouche. Et bien le chat, c'est pareil. Le mouvement de contraction musculaire fait sortir la griffe, et le mouvement de relaxation musculaire, de repos, fait rentrer la griffe. Donc on ne doit pas dire des griffes contractiles, on ne doit pas dire des griffes rétractiles, mais des griffes protractiles. Voilà, c'est une petite erreur mais le fait est que c'est depuis tellement longtemps, tout le monde le répète sans réfléchir, qu'en francophonie, en Afrique aussi, j'ai lu une fois au Cameroun un livre local, édité localement, sur les animaux de la faune indigène. Et ben, il parlait aussi du caracal, et il disait griffe contractile. Et en fait, c'est faux, c'est toute la francophonie le dit faux depuis un siècle. C'est vraiment protractile le terme technique, en distinguant le mouvement de repos musculaire et le mouvement de contraction musculaire. Voilà. Bon, c'était assez clair. Voilà, ces deux exemples que je voulais mettre sur la discussion. Un qui est une erreur historique parce qu'on n'avait pas examiné un individu, l'anatomie fine de l'individu, et l'autre par simplement contagion sociale. En France, on dit contractile, et en Angleterre, on traverse la Manche, dans les bouquins, la plupart disent protractile. Le terme correct. Voilà.